Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 janvier 2026. Oui, très tard, mais le dimanche quand même. Et puisque c'est la première vidéo de l'année 2026, permettez que je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de réussite et de paix. Bonne année 2026. Alors, ce samedi 3 janvier 2026, l'actualité mondiale a été marquée par la capture et l'exfiltration de Nicolás Maduro, président du Venezuela, par une opération spéciale hors norme de la force d'élite Delta de l'armée américaine. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique sont coutumiers de ce genre de démonstration de force et des fois même de façon nettement plus spectaculaire. En effet, si cette fois-ci la capture de Maduro était déjà faite au moment où l'information sur l'opération spéciale nous parvenait, ce fut plutôt à un feuilleton de près de 2 semaines que le monde eut droit, il y a 36 ans, à l'occasion de l'arrestation de Manuel Noriega, le président de Panama. C'est en décembre 1989 que l'armée américaine envahit le Panama pour capturer Noriega, accusé d'être un narcotrafiquant. L'opération mobilise 27 000 soldats américains. Après 2 semaines de traque, Noriega finit par trouver refuge le 24 décembre, donc la veille de Noël, à l'ambassade du Vatican à Panama City, un lieu inviolable par les forces américaines. Qu'à cela ne tienne, les Américains, faute de pouvoir investir les lieux, organisent le siège de l'ambassade. Les militaires américains ont alors l'idée de disposer tout autour de l'ambassade de puissants haut-parleurs pour diffuser de façon continue, jour et nuit, à plein volume, de la musique rock bruyante afin de disposer le malheureux Noriega qui était caché à l'intérieur de l'ambassade. Une vraie torture psychologique. Après 3 jours de vacarme continu, épuisé en raison du manque de sommeil, Noriega finit par céder et il se rend le 3 janvier 1990 aux forces américaines. Après donc cette parenthèse, revenons à Maduro. Depuis hier, j'ai été approché par un certain nombre de frères africains pour avoir mon point de vue sur cette actualité. Frères qui n'ont pas manqué de me livrer d'emblée leur réaction à chaud. Alors, c'était capture inacceptable, impérialisme de prédation en raison des ressources naturelles du Venezuela, pillage et spoliation des biens du pays sont les vraies motivations de Trump. Manque de respect des petits pays par les puissances, intervention en violation du droit international sans aucun mandat de l'ONU, abus, raison du plus fort, de nature à plonger le monde dans le désordre, et patati et patata. Toutes ces réactions, bien compréhensibles, tiennent d'une certaine candeur dans laquelle la promesse de la Charte des Nations Unies a plongé l'immense majorité de l'humanité. Ma première réaction à ces frères fut de répondre à peu près ceci. Ce acte montre incontestablement que les États-Unis d'Amérique n'ont pas respecté
la souveraineté du Venezuela. Mais que vaut la souveraineté du Venezuela? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez aucun sens des responsabilités, vous mettez en péril votre souveraineté et votre liberté. Comment peut-on expliquer que le Venezuela, le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus que l'Arabie Saoudite, ne soit pas capable d'offrir une vie décente à son peuple? Depuis quelques années, ce sont des millions de Vénézuéliens qui ont fui, souvent à pied, leur pays pour trouver une vie meilleure dans les autres pays de la région, y compris les États-Unis d'ailleurs. Un pays qui a la plus grande réserve de pétrole du monde, je crois qu'ils ont aussi du gaz, ils ont même d'autres matières premières. Alors, puisque ce pays a une classe dirigeante irresponsable, corrompue, incapable de s'occuper de son peuple, je ne suis aucunement opposé à ce que sa souveraineté et son intégrité soient bafouées. Donald Trump ne veut plus d'étrangers illégaux sur le territoire américain. Donc, si tu te montres incapable d'exploiter tes énormes richesses naturelles pour t'occuper correctement de ton peuple, alors bon, ben, tu t'exposes à son courroux. Donald Trump est ce qu'il est, bon voilà, c'est comme ça. Comme c'était entre frères, j'ai terminé par un coup de gueule en disant « J'espère que tous les imbéciles du tiers-monde finiront par comprendre que la liberté doit s'accompagner du sens de la responsabilité. » Je voudrais maintenant que nous allions plus loin par une réflexion sur le concept de la souveraineté. Concept dont se prévalent les dirigeants irresponsables pour faire n'importe quoi, se croyant à l'abri de tout danger au nom de la souveraineté de leur peuple, de leur pays, la souveraineté de leur pays. La souveraineté s'accompagne nécessairement du sens de la responsabilité. Sinon, elle est insignifiante. Si vous n'êtes pas responsable, la souveraineté de votre pays est insignifiante. Tout pays doit, avec ses ressources, s'occuper de ses populations en vue de leur offrir une vie décente, la sécurité physique et le bien-être matériel. Et pourquoi pas même le bonheur si les ressources sont abondantes, sont suffisantes. Les ressources dont dispose un pays étant généralement limitées, il est important que la classe dirigeante, 1. Soit attachée au service de l'intérêt général. 2. Fasse preuve de compétence dans la gestion des ressources. Et 3. Reste attentive aux attentes de la population, au vouloir de la population, au futur souhaitable de la population. C'est seulement à ces 3 conditions que la population reste pleinement et durablement solidaire du pouvoir. Alors, le pouvoir exerce au nom du peuple une souveraineté consistante. On oublie trop souvent que la souveraineté provient du peuple et appartient au peuple. Sinon, elle n'existe pas. La souveraineté provient du peuple et appartient au peuple. Sinon, elle n'existe pas. C'est le peuple qui est le souverain. Alors, quand une population est à l'abandon en raison de l'impéritie des dirigeants, ces derniers ruinent la souveraineté du pays. Quand une population vit dans un environnement chaotique et désespérant en raison de la corruption de la classe dirigeante, cette dernière n'exerce en réalité aucune souveraineté. Quand une population subit une dictature violente qui lui refuse toute liberté d'expression,
Mais le pouvoir n'exerce en réalité aucune souveraineté, puisque la souveraineté vient de la légitimité que le dirigeant a, et c'est en fonction de la qualité de cette légitimité que finalement le pays a une souveraineté vis-à-vis de l'extérieur. Il faut bien comprendre ces implications-là. La souveraineté, je le répète, appartient au peuple. Et c'est le peuple qui soumet la souveraineté à l'institution étatique, à l'État. L'État exerce en quelque sorte la tutelle du peuple. C'est un peu comme en disant, prenons un enfant mineur ou bien quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés. La justice peut décider de désigner, peut désigner un tuteur qui exerce la tutelle de cette personne, par exemple, faire des retraits sur son compte bancaire, prendre des décisions le concernant. Donc c'est ça, c'est un peu ça. L'État exerce en quelque sorte la tutelle du peuple. Rappelons que l'État a trois composantes: le peuple, le territoire et le gouvernement. Le chef de l'État n'est qu'un agent d'exercice passager d'un pouvoir dont l'État est le détenteur permanent. Le chef de l'État est un agent d'exercice passager d'un pouvoir dont l'État est le détenteur permanent. Alors, quand un dictateur, utilisant la puissance publique dont il a la charge, s'approprie le pouvoir d'État et subjugue le peuple, il ruine la souveraineté du pays. Alors, quelles sont les conséquences? Oui, c'est à ça qu'il faut qu'on arrive. Quelles sont les conséquences de la souveraineté ruinée? Quand un pays a sa souveraineté ruinée, un, il y a l'illégitimité du gouvernement. Ça, on le voit souvent en Afrique. Hein. Il y a des coups d'État qui s'accompagnent d'une liesse populaire. Les gens sortent, ils sont tellement contents que le chef de l'État soit tombé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce chef de l'État n'avait aucune légitimité. Et la liesse populaire qui se réalise en ce moment-là confère en fait une souveraineté probatoire au nouveau régime putschiste, charge à lui de la renforcer, de renforcer cette souveraineté, surtout vis-à-vis de l'extérieur. Deuxième conséquence, c'est l'affaiblissement du pays face aux puissances extérieures. Je prends l'exemple de la traque de Noriega au Panama, dont je vous ai parlé. Pendant près de 2 semaines, l'armée américaine était au Panama pour traquer et attraper le chef de l'État. Mais si ce chef de l'État, s'il avait une légitimité, si vraiment la souveraineté du pays était une réalité, était consistante, mais la population allait se soulever. Les militaires américains allaient avoir à faire face à une colère populaire. Mais il n'en fait absolument rien. C'est quelque chose que nous avons suivi pendant 2 semaines à la télévision, ça a duré 2 semaines. Donc ça veut dire que le manque de légitimité du chef de l'État a ruiné la souveraineté du Panama et finalement ça aboutit à un affaiblissement du pays face aux puissances extérieures. Troisième conséquence, il y a ce que j'appelle la totale disparition de l'âme du peuple. Et ça, c'est par exemple quand, en raison par exemple d'une longue et totale exclusion du peuple des décisions, ambitions et agissements du gouvernement. Le peuple ne compte pas. Et finalement, c'est un peuple désabusé et n'attendant absolument plus rien de l'État. Ça aussi, on l'a souvent vu en Afrique. Des fois, il y a des coups d'État. Bon, la nuit, on entend quelques coups de feu la nuit. Et puis le matin, il y a un communiqué à la radio, à la télévision, qui annonce que bon, tel général ou tel colonel a arrêté ou a tué le chef de l'État. Et bon, on lui envoie son image à la télévision, c'est lui le nouveau chef d'État. Et puis bon, ça ne dit absolument rien aux gens. 30 minutes après, une heure de temps après, les gens reprennent leurs activités tranquillement comme avant. En fait, le peuple ne se sent pas concerné. C'est-à-dire que il y a une totale disparition de l'âme politique du peuple. On a aussi ça, par exemple, dans des pays
où il y a des régimes totalitaires très compétents, comme par exemple en Corée du Nord. En Corée du Nord, on a un régime totalitaire, mais compétent. Et bon, ce régime a ses ambitions, ils font la bombe atomique, ils ont plein de choses. Le peuple n'est pas concerné, le peuple n'est pas consulté, on ne demande rien à personne. Bon, le peuple est maintenu sous une dictature très violente. Bon, donc à un moment donné, aujourd'hui, un pays comme la Corée du Nord, bon, le peuple n'a plus d'âme politique. S'il arrive qu'un jour, je ne sais pas, la Chine, la Russie ou n'importe qui d'autre arrive à dégager cette famille des teams là qui dirige ce pays depuis des décennies, le peuple ne saura même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y aura ni manifestation. Ils ne seront ni contents, ni fâchés. Voilà. Le peuple n'a plus d'âme politique. Donc voici les trois conséquences essentielles de la ruine de la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, en Corée du Nord, ben, en fait, il n'y a pas de souveraineté. Le pays n'a aucune souveraineté. C'est juste des gens qui ont pris en otage un peuple et puis ils font ce qu'ils veulent. La souveraineté d'un pays peut être totalement ruinée, il faut le savoir. Il se trouve que le droit international se base sur la souveraineté de chaque pays. Mais il faut croire que la souveraineté, comme la liberté, sont des acquis définitifs pour les pays et leurs dirigeants relèvent de la naïveté. Ce ne sont pas des acquis définitifs. À partir du moment où la souveraineté doit s'entretenir par, comment dire, le lien qu'il y a entre le peuple qui est le souverain et la classe dirigeante et le leader, celui qui dirige le pays. La Charte des Nations Unies est l'expression, au lendemain des atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, de la grande ambition du Conseil des Nations de trouver des chemins vers la paix entre les peuples. Alors, le droit de tous les peuples à l'autodétermination et le respect de la souveraineté des peuples ont été érigés en règle d'or. Mais pour pouvoir se prévaloir de la souveraineté de son peuple, il faut commencer par respecter soi-même cette souveraineté. Donc, c'est-à-dire renforcer sa légitimité en tant qu'agent d'exercice du pouvoir. L'exigence du respect scrupuleux du droit international révèle soit la candeur de la personne qui l'exprime, soit de la mauvaise foi. Bon, j'ai vu même que la capture de Maduro par Trump par les États-Unis a fait l'objet d'une condamnation de l'Iran qui accuse, qui condamne le fait que ce soit une violation du droit international. L'Iran qui parle de violation du droit international. C'est un pays qui, depuis 79-80, ça fait combien d'années plus de 4 décennies, parle de rayer Israël de la carte. Ils ont formé des proxys, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, des groupes armés terroristes en Syrie, en Irak, même en Cisjordanie, pour détruire Israël. Mais ça, c'est en vertu de quel droit international ils veulent faire ça. Et aujourd'hui, ils disent que les États-Unis ne respectent pas le droit international. Bon, la mauvaise foi. Il faut être naïf pour croire que le prétendu droit international de ce machin qu'est l'ONU suffit à exclure la force dans les évolutions de la géopolitique mondiale. En tout état de cause, je n'ai aucune compassion pour ce régime criminel de Maduro qui, malgré un énorme potentiel économique, a affamé son peuple. Depuis samedi, on voit partout les Vénézuéliens manifester leur joie, leur libération et leur reconnaissance à Donald Trump. Ça compte quand même, ces Vénézuéliens qui félicitent Donald Trump. Ça veut dire quelque chose. Et on doit oublier tout ça pour dire que non, c'est le droit international n'a pas été respecté. À un moment donné, il faut être sérieux. Le droit international devrait servir à protéger plutôt les peuples que les tyrans. Merci de liker, de partager ou de commenter cette vidéo afin d'aider Mature Afrique à progresser. Mieux, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.
afin que nous partagions des réflexions authentiques, originales et fraîches sur la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. Je vous remercie et à la prochaine.